Aujourd'hui, pour l'écrasante majorité des Russes, la fête d'hiver la plus importante n'est pas Noël, mais le Nouvel An, célébré dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. C'est une fête familiale, populaire et universelle fêtée par presque tout le monde, indépendamment de la religion, de l'origine sociale ou culturelle. Je m'appelle Inga Vandelin, je suis prof de russe et linguiste de formation. Jusqu'ici, sur cette chaîne, j'explorais surtout la langue russe. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de culture et de tradition, car la langue ne se comprend jamais vraiment sans elle. En Russie, le Nouvel An joue aujourd'hui le même rôle émotionnel, symbolique et social que Noël en Europe occidentale. C'est la fête qui rassemble, qui suspend le temps ordinaire, qui réunit des générations, qui porte une idée très forte, une idée de changement, de renouveau, d'un nouveau début possible. Or, ce rôle du Nouvel An n'a rien d'évident historiquement. Pendant des siècles, ce n'était pas le Nouvel An, mais Noël qui occupait cette place centrale. Alors, comment le Nouvel An a-t-il pu remplacer Noël au point de devenir la fête la plus importante en Russie? Et surtout, comment une fête imposée par le pouvoir a-t-elle fini par devenir une fête de famille, aimée et appropriée par tout le monde? Si ce type de questions vous intéresse et que vous aimez explorer l'histoire et la culture russe, abonnez-vous à la chaîne. Alors, si l'on observe les rituels du Nouvel An russe, la parenté avec Noël devient frappante. On y retrouve le sapin, appelé yolka, les cadeaux sous le sapin, le dîner festif, souvent tard dans la soirée, la réunion de la famille, des amis proches, et surtout la croyance dans la magie de cette nuit. En Russie, la nuit du 31 décembre est perçue comme un moment particulier. C'est le moment où l'on fait des vœux, pendant la première minute de la nouvelle année, pendant que l'horloge du Kremlin, appelée courante, sonne les 12 coups. Beaucoup de Russes croient sincèrement que cette minute peut influencer l'année entière. Autrement dit, le Nouvel An russe hérite de la fonction symbolique de Noël, même si son contenu a changé. Avant la révolution bolchevique de 1917, Noël était la fête d'hiver centrale dans la société russe, majoritairement orthodoxe et chrétienne à l'époque. Dans les grandes villes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, surtout dans les familles urbaines aisées, on décorait un sapin, on organisait un dîner festif, on se réunissait en famille. À la campagne, Noël était fêté de façon religieuse orthodoxe, mais les pratiques populaires relevaient largement des traditions païennes et anciennes, notamment pendant la période appelée Sviatki, 12 jours après Noël, dédiés aux jeux et aux divinations. Quant au 31 décembre, le Nouvel An, il pouvait être célébré dans certains milieux citadins, mais ce n'était pas encore un rituel structurant tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il s'agissait plutôt d'une prolongation des festivités de Noël, une étape de plus dans une longue période de fêtes hivernales. Un premier tournant a lieu à la fin du XVIIe siècle, sous le règne de Pierre le Grand. En 1700, Pierre le Grand réforme le calendrier russe, byzantin et donc julien à l'époque, pour l'aligner sur l'Europe occidentale. Ce qui fait que les Russes se couchent le 31 décembre de l'an 7208, selon le calendrier byzantin qui compte les années depuis la création du monde, et se réveillent le lendemain, le 1er janvier 1700. En une nuit, la Russie fait un bond de plus de 5000 ans dans le temps. Attention, il ne s'agit pas encore de passer au calendrier grégorien, ça viendra beaucoup plus tard. Pierre le Grand impose le 1er janvier comme début officiel de l'année, à la place du 1er septembre, et encourage activement la célébration du Nouvel An, avec décoration, illumination et branches de conifères. Le Nouvel An est donc une fête imposée par le pouvoir, mais Pierre le Grand ne cherche pas à supprimer Noël. Il introduit tout simplement une seconde fête, mondaine, artificielle au départ, et qui concerne surtout les élites. Après sa mort, cette fête perd de son éclat.
Mais le 1er janvier reste le début officiel de l'année civile russe. Après la révolution bolchevique de 1917, un autre saut temporel spectaculaire a lieu. En janvier 1918, le nouveau pouvoir bolchevique abandonne le calendrier julien et adopte le calendrier grégorien. Résultat, les Russes se couchent le 31 janvier 1918 et se réveillent le 14 février de la même année. 13 jours disparaissent du calendrier. Il n'y a jamais eu de 1er au 13 février 1918 en Russie. Ce changement n'est pas seulement technique, il symbolise une rupture radicale avec le passé religieux et bourgeois. Dans les années 1920, le pouvoir soviétique s'attaque à la religion, considérée comme un pilier de l'ancien monde. L'Église est séparée de l'État, la religion disparaît de l'école publique et à la fin des années 1920, la pratique religieuse est strictement encadrée. En 1929, Noël est supprimé de la liste des jours fériés. Il devient alors une fête non reconnue officiellement, souvent célébrée en privé et en cachette. Le sapin, associé à Noël, devient alors un symbole bourgeois, religieux, anti-soviétique. La société soviétique se retrouve ainsi sans grande fête d'hiver partagée par tout le monde. Le tournant décisif intervient le 28 décembre 1935. Ce jour-là, un article est publié dans Pravda, le journal officiel et la voix du Parti communiste. Dans cet article, Pavel Postichev, un haut responsable soviétique, propose de remettre des sapins pour les enfants, mais au Nouvel An et dans une version strictement laïque. Son raisonnement est simple. Les enfants de travailleurs soviétiques méritent bien une fête joyeuse, aussi belle que celle dont profitaient les enfants bourgeois avant la Révolution. Très rapidement, la vente de sapins est à nouveau autorisée. Le sapin perd son sens religieux et devient le symbole central du Nouvel An soviétique. Dès janvier 1936, de grandes fêtes sont organisées, notamment dans la Maison des syndicats à Moscou. La Maison des syndicats, Dom Soyouzov, est à l'époque le principal lieu de cérémonie officielle du pouvoir soviétique. Il ne serait donc pas faux de dire que le Nouvel An est pensé comme un outil de cohésion sociale dès la petite enfance, dans le cadre de la construction d'une nouvelle nation et du nouvel homme soviétique. C'est la thèse principale d'Alexandra Arkhipova, une chercheuse russe en anthropologie sociale, dont les conférences m'ont beaucoup inspirée pour faire cette vidéo. Je mets les liens de ces conférences dans la partie description pour ceux d'entre vous qui souhaitent les découvrir en russe. Au départ, le Nouvel An soviétique est une fête imposée par le pouvoir, exactement comme sous Pierre le Grand. Il est d'abord pensé pour les enfants. Écoles, orphelinats, maisons de la culture, partout on organise des fêtes appelées Yolka. En effet, en russe, le mot Yolka ne désigne pas seulement le sapin décoré, mais aussi la fête du Nouvel An organisée pour les enfants. Mais très vite, la fête change de nature. Les adultes commencent eux aussi à y participer. La célébration du Nouvel An est organisée par des pouvoirs publics dans les usines, les administrations, les kolkhozes, les clubs et plus largement dans tous les espaces publics où la vie collective est organisée. Et selon l'anthropologue Alexandra Arkhipova, jusque dans les prisons. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Nouvel An devient un vrai moment de solidarité collective. Après la guerre, et dans les années 50, la fête reste surtout collective, fêtée dans le milieu professionnel. Mais à la fin des années 50, elle s'installe progressivement dans les foyers pour devenir, dès les années 1960 et 1970, une vraie fête de famille. À partir de la fin des années 30, se fixent les symboles du Nouvel An, que tous les Russes connaissent aujourd'hui. Yolka, le sapin. Ded Moroz, le père gel. Sa petite fille Snegurочка,
la fille de neige, les cadeaux et pas que pour les enfants, et le repas festif bien sûr. Dед Moroz, le père gel, et Snegurочка, la fille de neige, existaient déjà dans le folklore russe et la littérature du XIXe siècle. Mais leur rôle central en tant que personnage majeur de la fête du Nouvel An se fixe à partir de 1937, lorsqu'ils apparaissent ensemble pour la première fois dans une grande célébration officielle organisée à la Maison des syndicats. Le Père Noël devient alors le personnage qui distribue les cadeaux aux enfants, souvent en échange d'un poème à réciter. Et dans ces premières célébrations, la figure que les enfants étaient invités à remercier pour ces cadeaux, ce n'était pas le Père Noël, mais Staline lui-même. La gratitude envers Staline faisait partie intégrante de la mise en scène officielle de la fête, dans un contexte de culte de sa personnalité. Il n'est pas difficile de voir le lien entre le Père Noël, distributeur de cadeaux, et Staline, présenté comme le bienfaiteur et le père de la nation. Au fil du temps, et avec la mort de Staline, cette association s'efface complètement. Au point qu'aujourd'hui, aucun Russe ne pense que le Nouvel An est une fête qui a été établie et imposée par les pouvoirs publics au milieu des années 30. Non, on a l'impression que cette fête, avec toutes ses traditions, a toujours existé. Dans les années 50, avec la croissance économique d'après-guerre et l'amélioration du niveau de vie, apparaissent les traditions culinaires du Nouvel An. La plus emblématique est la salade Olivier, que nombre d'entre vous connaissent sûrement, la salade russe. Son nom vient d'un chef cuisinier d'origine française, Lucien Olivier, qui travaillait à Moscou au XIXe siècle. La recette a certes évolué, mais la salade Olivier est devenue indissociable du 31 décembre, surtout à partir des années 60 avec la généralisation de la mayonnaise dans la cuisine soviétique. Aujourd'hui encore, pour beaucoup de Russes, le Nouvel An sans salade Olivier n'est pas vraiment le Nouvel An. Dans les années 50, le cinéma s'empare du Nouvel An. En 1956, le film La nuit de carnaval, Karnavalnaya Noche, célèbre la fête collective du Nouvel An dans une ambiance joyeuse et colorée, celle d'une salle de fête d'une maison de la culture. En 1976, le même réalisateur, Eldar Riazanov, sort le film L'ironie du sort, Ironia судьбы, dont l'action se déroule elle aussi le 31 décembre, mais cette fois-ci dans un appartement privé. L'ambiance est intime, celle d'une soirée qui devait se dérouler en amoureux si tout s'était passé comme prévu. Mais justement, le Nouvel An étant le moment des miracles et des rencontres improbables, rien ne se passe comme prévu. Le film L'ironie du sort est devenu un film culte que tous les Russes connaissent et que vous connaissez sûrement si vous apprenez le russe. Mais le véritable boom des films du Nouvel An commence surtout à la fin des années 90 et dans les années 2000-2010, dans la Russie post-soviétique. Le thème du Nouvel An, de la magie, des vœux, du hasard heureux, devient récurrent dans le cinéma russe. Aujourd'hui, le Nouvel An reste la fête la plus importante des Russes. C'est le moment magique, c'est le moment d'espoir, la grande fête de famille. Le Noël orthodoxe, quant à lui, qui est célébré dans la nuit du 6 au 7 janvier, connaît un certain retour depuis les années 90, mais il n'a pas retrouvé la place, le rôle central qu'il avait avant 1917. Le Nouvel An l'a clairement remplacé. Et ici, j'aimerais faire une hypothèse personnelle. Je pense que nous avons tous besoin de fêtes familiales, peu importe les circonstances historiques, le régime politique sous lequel on vit. Même imposée au départ, une fête peut devenir authentique si elle répond à un besoin humain profond. C'est très probablement ce qui s'est passé avec le Nouvel An.
devenue une fête si importante que certains la célèbrent 2 fois. Une première fois le 31 décembre, selon le calendrier grégorien, et une seconde fois dans la nuit du 13 au 14 janvier, selon le calendrier julien à l'ancienne. Ça s'appelle le Vieux Nouvel An ou l'Ancien Nouvel An. Alors, si par malchance, vous n'avez pas pu fêter le 31 décembre cette année, vous pouvez toujours le faire dans la nuit du 13 au 14. Après tout, des fêtes, il n'y en a jamais trop. Si ce type de vidéo vous intéresse et que vous aimez explorer la langue, la culture, la société russe, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. С Новым годом! Bonne année et à très bientôt. Увидимся!